Tunisie, Égypte, Turquie. 3 pays dont l'activité touristique a été durement affectée par le terrorisme. Les bouleversements politiques et les émeutes du printemps arabe avaient d'ores et déjà dissuadé de nombreux vacanciers de se rendre dans les pays du sud de la Méditerranée. Les images des attentats contre l'aéroport d'Istanbul et contre un avion de ligne russe dans le Sinaï restent gravées dans les mémoires. Actuellement encore, elles influent sur les projets de vacances de millions d'Européens. Le 26 juin 2015, cette plage de Sousse, au pied de l'hôtel impérial Marhaba, est le théâtre d'un attentat qui ébranle la Tunisie. La journaliste Mabrouka Kedir arrive rapidement sur les lieux. Elle se souvient de ce qu'elle a vu ce jour-là. On a trouvé la situation chaotique, des touristes par terre, tués, du sang qui coule et qui se mélange avec l'eau de la mer, qui se mélange avec l'eau du piscine. C'était vraiment des images très dures à voir. Sur la plage et à l'intérieur de l'hôtel, Seifeddine Yacoubi, un étudiant âgé de 23 ans, ouvre le feu sur les touristes avec un fusil d'assaut. L'attaque coûte la vie à 38 personnes, en majorité des Britanniques. Le terroriste est abattu peu après par les forces de police. L'hôtel est toujours fermé à ce jour. Cette attaque terroriste a profondément choqué le peuple tunisien. J'avais honte quand même. C'est pas ça ma Tunisie, c'est pas ça notre pays et c'est pas comme ça qu'on traite des touristes qui sont des invités chez nous. Et qu'on le traite comme ça, c'est quand même très pénible et très triste à le voir et à le vivre. C'était plus choquant, des victimes, du sang qui se mélange avec la mer, des gens qui pleurent, des touristes qui... C'est vraiment honteux de le vivre et c'est vraiment touchant de le vivre. Et j'espère que je le vivrai pas encore en Tunisie. L'attentat a été perpétré par un seul homme, formé par l'État islamique en Libye. Du jour au lendemain, les plages tunisiennes se vident. De nombreux hôtels ferment leurs portes. Zora Idriss, propriétaire de l'hôtel impérial Marhaba, est contrainte de licencier ses employés. Les autres hôtels qu'elle possède lui permettent de surmonter la crise. Je pense que ce jour-là, c'était réellement l'enfer. L'enfer à mon niveau à moi, au niveau de ma clientèle, au niveau du personnel et au niveau de toute la ville de Sousse et même de la Tunisie et au-delà de la Tunisie. Les terroristes ont voulu frapper l'économie du pays à travers le tourisme. Et vous savez qu'en Tunisie, le tourisme est l'un des piliers de l'économie. Et à part les gens qui travaillent, les 400 000 personnes qui travaillent dans le secteur du tourisme directement, il y en a presque autant qui travaillent d'une façon indirecte. Sur l'île de Djerba, au sud-est de la Tunisie, les répercussions sont plus dramatiques encore. À la suite de l'attentat de Sousse, la fréquentation touristique recule de 80%. Un effondrement qui touche pratiquement toutes les familles de l'île. Le tourisme est ici la première source de revenus. Des milliers de salariés perdent leur emploi. Swad Aliani a occupé pendant 23 ans un poste à responsabilité à l'hôtel Spring Club Djerba. Les 180 employés de l'établissement se retrouvent aujourd'hui sans travail. Leurs demandes d'indemnisation sont restées sans suite. Et le propriétaire de l'hôtel est parti à l'étranger. Il a fermé son hôtel et c'est nous qui en subissons les conséquences. Ce n'est pas normal, ça. Il nous a laissé tomber et après, il dit que c'est à cause du terrorisme. Mais le terrorisme, ce sont des gens comme lui qui le fabriquent. Maintenant, il faut trouver une solution, le plus vite possible. Grâce à vous, j'ai enfin l'occasion de m'exprimer et de dire ce que j'ai sur le cœur. Mais beaucoup d'autres souffrent en silence. Ils sont désespérés parce qu'ils ne voient pas d'issue. Le mari de Swad, Semi Aliani,
a lui aussi perdu son travail à l'hôtel. Comme de nombreux habitants de Djerba, il vit dans la peur de la relégation sociale. Il est obligé de vendre sa voiture. Semi Aliani a trouvé un nouvel emploi en tant qu'agent de sécurité, mais il est nettement moins bien payé qu'avant. Financièrement, nous avons de grosses difficultés. Ma femme a contracté des crédits et nous n'avons plus assez de revenus pour les rembourser. C'est pour ça que nous sommes obligés de vendre la voiture. Sinon, nous ne pourrons même plus payer le crédit de la maison. Et dans ce cas, la banque sera sans pitié. On risque de se retrouver devant un tribunal. Une fois de plus, sa voiture n'a pas trouvé preneur. L'offre de véhicules d'occasion est actuellement trop forte et les prix sont en chute libre. Pour Souad Aliani, le quotidien est devenu un casse-tête. La famille ne pourra bientôt plus rembourser le crédit de la maison. Tout frais déduit, le couple dispose de 150 € par mois pour une famille de 5 personnes. Cela suffit pour la nourriture, mais pas pour les vêtements ni pour les fournitures scolaires des 3 enfants. Leurs demandes d'allocation ont été refusées. Pendant 23 ans, je me suis toujours acquittée de toutes mes obligations vis-à-vis de l'État. Et là, pour une fois que j'ai besoin de lui, il me laisse tomber. On me conseille de porter plainte. Mais les avocats et les huissiers ne travaillent pas gratuitement. Et je n'ai pas les moyens de les payer. Déjà que nous n'avons plus qu'un seul salaire, comment pourrions-nous payer un avocat? Autant aller mendier tout de suite dans ce cas. J'ai vraiment peur pour notre avenir. Et je ne suis pas le seul dans ce cas. Beaucoup d'autres gens qui travaillaient dans le tourisme vivent la même chose que moi. On espère vraiment que cette crise ne durera pas trop longtemps. Si l'activité touristique ne redémarre pas, Djerba risque de retomber dans la misère. Il y a quelques années, les visiteurs se pressaient au marché de Umtsuk. Djerba était une destination prisée, surtout par les Britanniques et les Allemands. Désormais, Lotfi Cheit et ses collègues attendent les clients en vain. La rare clientèle locale ne suffit pas à le faire vivre. Pour maintenir son commerce à flot, il doit puiser dans son épargne. Nous travaillons un peu avec les Tunisiens et les quelques Algériens qui viennent de temps en temps. Mais le reste de l'année, il n'y a que les gens du coin. Et ça ne suffit pas pour payer toutes les charges et les impôts. La situation est tellement difficile que beaucoup de personnes ont cessé de travailler dans le tourisme. Certains sont partis travailler en Europe. Et parmi ceux qui restent, beaucoup ont changé de métier. Chacun essaye de s'en sortir comme il peut. 8 heures plus tard, Lotfi attend toujours ses clients. Malgré sa patience, les affaires stagnent. Il regrette les Européens moins regardants à la dépense. Pour de nombreux touristes, la visite du souk était un moment essentiel de leur séjour. Voilà, ma journée est finie. Je n'ai plus qu'à tout ranger. Peut-être que ça ira mieux demain. Le rangement lui prendra 2 heures. Lotfi travaille 12 heures chaque jour, sans jamais se départir de sa bonne humeur. Cet après-midi, j'ai vendu 1 ou 2 objets, pas plus. Ce matin, j'ai travaillé un tout petit peu avec des clients russes. Chaque jour est différent. Espérons que la situation s'améliorera. Depuis l'attentat de Sousse, les mesures de sécurité ont été renforcées. Aux carrefours les plus importants et sur les plages, le nombre de policiers et d'agents de sécurité a été doublé.
Les entrées des hôtels font l'objet de contrôles sévères. Les hôtels tunisiens axent désormais leur publicité sur le renforcement de leurs mesures de sécurité. Et cela influe directement sur leur taux de remplissage. Tous les grands établissements ont recruté et formé du personnel de sécurité. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, merci. Madi Kantaoui conseille les hôtels sur les questions de sécurité. Pour le compte d'une société de Tunis, il vérifie que le nombre de détecteurs de métaux et de caméras est suffisant et qu'ils fonctionnent bien. Après l'attentat, le responsable de la sécurité de cet hôtel a équipé son personnel de détecteurs de métaux. Il a également fait passer le nombre de vigiles de 15 à 22. Maintenant, l'entrée de l'établissement, mais aussi les accès aux plages et aux restaurants, font l'objet de contrôles renforcés. 24 heures sur 24, 16 caméras surveillent les moindres faits et gestes à l'intérieur de l'hôtel. Des caméras supplémentaires sont aussi en cours d'installation sur la plage. Les choses ont beaucoup changé au niveau des directions générales des différents hôtels qui ont pris la décision suivante, c'est renforcer leur équipe de sécurité afin d'assurer donc le minimum de sécurité pour les touristes et pour les institutions, pour les hôtels en bord de mer. Bronzés sous le regard de vigiles lourdement armés. Une perspective à laquelle nous devrons peut-être nous habituer. Je pense aujourd'hui, les choses commencent à revenir, mais pas comme on le souhaite. Mais nous gardons espoir. Nous souhaitons que la situation devienne meilleure. Donc on assure une meilleure stabilité et un nombre important de clients, de touristes qui ont déjà la confiance et qui reviennent comme ils étaient avant. Après le choc des attentats, l'amélioration rapide de la sécurité était l'objectif prioritaire de Salma Eloumi Rekik, ministre du Tourisme. La Tunisie compte 11 millions d'habitants, dont 1/6 vit des revenus générés par le tourisme. Et nous avons mis en place des systèmes et des procédures de sécurité obligatoires dans les hôtels, dans les restaurants, sur les circuits touristiques, dans les aéroports. Maintenant, nous avons atteint un niveau de sécurité équivalent aux standards internationaux. Bien sûr, le risque zéro n'existe pas. On a vu ce qui s'est passé en France, à Bruxelles et aux États-Unis. Bon, mais heureusement pour nous, 2016, il y a eu une légère reprise. La Tunisie est le seul pays du monde arabo-musulman à avoir effectué une véritable transition démocratique. Mais la liberté s'est accompagnée d'une grave crise économique. Après les émeutes du printemps arabe, le tourisme a connu un premier recul. Les attentats terroristes ont gravement accentué le phénomène. Le taux de chômage est de 15%. Dans les campagnes, seul un jeune sur deux a un emploi. La journaliste Mabrouka Kedir et le conseiller en sécurité Madi Kantaoui observent de très près l'évolution de leur pays. Malgré la crise, ils tirent un bilan positif de la révolution. Voilà, nous sommes aujourd'hui, alhamdoulilah, donc quand même, il y a la liberté d'expression qui existe encore. Et nous sommes quand même capables de venir ici et de parler de tout ce qu'on veut sans avoir les oreilles derrière nous. C'est quand même un atout et j'espère qu'on va gagner encore d'autres résultats qui sont positifs. Janvier 2011. Sur cette place de Tunis, la foule se rassemble devant le ministère de l'Intérieur. La révolution tunisienne entre dans sa phase décisive. Des milliers de personnes réclament le départ du président Ben Ali, qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant 23 ans et accumulé une fortune personnelle considérable. C'est le début du printemps arabe. Depuis, l'ancien despote a fui le pays. Après une succession de gouvernements instables, les dernières élections de 2014 semblent avoir apporté un certain équilibre politique. Mabrouka Kedir a rendez-vous avec des amis journalistes. Une radio arabe souhaite l'interviewer sur les manifestations dans les îles Kerkena. Contrairement à beaucoup de ses collègues, qui quittent rarement Tunis et ses environs, elle connaît très bien l'arrière-pays tunisien. Régulièrement, ses reportages traitent des tensions sociales en Tunisie. Des tensions souvent aggravées par l'absence des touristes.
Du temps de Ben Ali, les informations de ce genre auraient été censurées. Avant la Révolution, c'était très difficile de bouger comme une chaîne étrangère, puisque je suis la correspondante d'une chaîne étrangère. Mais aujourd'hui, je crois que nous sommes en train de vivre une certaine liberté d'expression et qui nous a permis d'aborder beaucoup de sujets. Aujourd'hui, je bouge facilement, je peux avoir ma permission pour des tournages facilement et je peux travailler facilement. Mabroka tourne actuellement un reportage sur une région rurale au nord-ouest du pays, où de nombreuses personnes n'ont pas accès à l'eau potable. À la suite d'une affaire de corruption, l'approvisionnement en eau a été interrompu. Les habitants en sont réduits à puiser les eaux boueuses d'un oued. La crise économique renforce les problèmes sociaux et les inégalités entre riches et pauvres. Je crois qu'il y a des gens à l'intérieur du pays qui souffrent et qui disent qu'ils ne sentent pas l'intérêt des gouvernements qui sont venus après la Révolution. Et c'est à partir de ces régions qu'on commence à se révolter, qu'on commence à faire des manifestations. Et c'est pour cela qu'on n'a pas vécu une vraie stabilité après la Révolution. L'insatisfaction grandit, surtout au sein de la jeunesse, confrontée au chômage et à l'absence de perspective. En janvier 2016, dans la ville de Kasserine, au centre du pays, une manifestation tourne à la bataille rangée avec les forces de l'ordre. Les affrontements font 2 morts et de nombreux blessés. Dans ces régions reculées de la Tunisie, les prédicateurs salafistes ont profité de la confusion post-révolutionnaire pour recruter près de 6000 personnes qui sont allées combattre dans les rangs de l'État islamique en Syrie. Le politologue Alaya Alani enseigne à l'université de Tunis. Il connaît parfaitement les groupes djihadistes et terroristes tunisiens. Le gouvernement, à cette époque, ne contrôle pas les mosquées. Il laisse presque un tiers des mosquées tunisiennes, dont nous avions en Tunisie 5500 mosquées. C'est presque un tiers qui était sous contrôle des salafistes. Les islamistes ont multiplié la création de ces associations caritatives. Et à travers ces associations caritatives, qui reçoivent de l'argent de quelques pays de Golfe, alors il y avait un grand recrutement des jeunes vers les pays comme la Syrie, comme la Libye. La personne qui peut recruter une personne djihadiste pour y aller en Syrie, il doit avoir 20 000 $. Donc, à cette époque, il y avait une compétition. Il y a même des gens qui recrutent 10 personnes. 10 personnes, c'est-à-dire 200 000 $. Donc ça devient une industrie, le djihadisme. À l'heure actuelle, le gouvernement tunisien combat activement la propagande de Daesh et des salafistes. Il contrôle les mosquées et a retiré leur autorisation de prêche aux imams les plus radicaux. La Libye n'est qu'à 60 km de Djerba. L'armée a renforcé les frontières sur 200 km pour empêcher l'infiltration de terroristes de l'État islamique. En mars 2016, cette zone frontalière est le théâtre d'importants affrontements. 30 terroristes de Daesh entrent en Tunisie et attaquent la ville de Ben Guerdane. Tous les assaillants sont abattus. 48 personnes sont tuées, dont plusieurs membres des forces de sécurité. Peut-être le seul problème, c'est les cellules dormantes. Les cellules dormantes qui sont un peu nombreux, et ce problème, on peut le résoudre à travers une bonne politique socio-économique. Le jour où il y aura une amélioration de cette situation socio-économique tunisienne, je pense qu'une bonne partie de ces sleep cells, de ces cellules dormantes, vont disparaître. D'ailleurs, notre président cite toujours cette phrase et il dit « les Tunisiens sont comme le roseau ». Le roseau, c'est une plante qui pousse à côté des rivières et quand il y a la tempête et le vent, le roseau se plie. Et ensuite, dès que la tempête passe, il se relève. Nous, donc, nous sommes debout maintenant et nous sommes en train de combattre ce phénomène. Comme tous les pays du monde, on finira par gagner.
Le chamelier Saber Misbah attend les clients avec fatalisme. Récemment encore, des centaines de touristes se pressaient sur les marches de la pyramide de Khéops près du Caire. Aujourd'hui, c'est le calme plat. Les promenades à dos de chameau ont longtemps permis à Saber Misbah de nourrir sa famille. Après les émeutes de 2011 au Caire, les touristes ont cessé de venir. Et il a dû puiser dans ses économies. Depuis cette époque, les affaires sont mauvaises. L'activité a légèrement repris, ça va un tout petit peu mieux. J'espère que ça va continuer à s'améliorer. Beaucoup de gens se plaignent, mais moi, c'est pas mon genre. Plusieurs collègues ont changé de métier. Les autres s'accrochent. Allez, faut que j'y aille. Les bouleversements de ces dernières années ont durement touché les Égyptiens. Le Caire, 22 millions d'habitants. Il y a 6 ans, le printemps arabe fait de la capitale égyptienne l'une des villes les plus conflictuelles de la planète. L'effondrement touristique qui s'ensuit perdure jusqu'à aujourd'hui. La révolution commence en janvier 2011 sur la place Tahrir, au centre de la ville. La population du Caire suit l'exemple tunisien. 15 000 manifestants occupent la place et proclament les jours de la colère. Hosni Moubarak, président honni par son peuple, est contraint à la démission. Les premières élections libres d'Égypte ont lieu en 2012. Les frères musulmans accèdent au pouvoir. À peine un an plus tard, la contestation populaire embrase le pays. L'armée lance un coup d'État et réprime violemment les partisans des frères musulmans. Des centaines de manifestants sont volontairement tués. Parmi eux, des femmes et des enfants. En 2014, de nouvelles élections sont remportées à une majorité écrasante par le chef des armées Abdel Fattah el-Sisi. Depuis, l'armée gouverne le pays d'une main de fer. Plusieurs journaux ont été interdits. De nombreux journalistes et opposants ont été emprisonnés. Notre équipe de tournage est suivie pas à pas par des hommes en armes. Les médias font l'objet d'une surveillance sévère. La moindre publication est soumise à la censure. L'Égypte est redevenue un État policier. Le soir, nous avons secrètement rendez-vous avec Moz Nassan, militante des droits de l'homme. Elle a obtenu le prix Nobel alternatif pour sa lutte contre les discriminations subies par les femmes égyptiennes. Elle est l'une des rares qui ose encore s'exprimer face à une caméra. L'espace public a été verrouillé à coups de décrets et de règlements. Pour la société civile, la vie est très difficile. Il y a eu des mesures répressives contre les ONG comme la nôtre. On a accusé notre organisation, et moi-même à titre personnel, d'être financés par des fonds étrangers. Pour ça, nous serions même passibles de la réclusion à perpétuité. La pression est constante. La plupart des militants qui luttent pour les droits de l'homme sont sous le coup d'une interdiction de voyager. C'est mon cas. Avant la Révolution, le célèbre souk Khan al-Khalili, le plus grand marché couvert d'Afrique, accueillait des milliers de visiteurs européens. Actuellement, il n'est plus fréquenté que par les Kairotes et par quelques touristes venus des pays voisins. Durant la dernière année du règne de Moubarak, l'Égypte avait accueilli près de 15 millions de visiteurs. Ce chiffre est désormais tombé à 5 millions. Zakaria Gonheim regrette les touristes européens et américains. Ils étaient nettement plus dépensiers que la population locale. Les événements dans les pays arabes ont fait du mal au tourisme. Mais j'espère que les affaires vont reprendre. Les fournisseurs de Zakaria travaillent dans les arrière-cours du souk. Les artisans souffrent eux aussi de la baisse de la fréquentation. Sans les exportations, la plupart auraient fermé boutique. C'est pour un collier, ça? Oui, c'est pour un collier. Ces hommes exercent le métier d'orfèvre depuis leur plus jeune âge. Ils créent de superbes bijoux artistiquement ciselés.
Cet artisanat est à présent menacé. Avant, on vivait très bien de notre activité. Il y avait tellement de travail que le soir à 20 h, après ma journée, j'allais travailler 4 ou 5 heures de plus pour d'autres personnes. Ça me permettait de gagner plus d'argent. Avant, nous étions 6 ou 7 personnes dans l'atelier. Aujourd'hui, nous ne sommes plus que 3, dont 2 personnes âgées. Vous comprenez? Ce métier n'attire plus les jeunes. On n'a plus d'apprentis. C'est un métier qui s'apprend jeune. Si quelqu'un veut se former, on le forme. Il n'y a plus d'apprentis? Non, il ne se passe plus rien. Si les clients ne reviennent pas, ces hommes pourraient être les derniers représentants de leur corps de métier. Toute une tradition égyptienne risque de disparaître. Yahya Rached, ministre du Tourisme, ne veut pas entendre parler de crise. Et il ne nous parlera pas davantage des emplois perdus. J'étais à Paris la semaine dernière et un journaliste m'a dit « On est plus en sécurité à Sharm el-Sheikh qu'à Nice ». Et le fait est que c'est vrai. Tout dépend de la manière de voir les choses. Le message est clair. L'Égypte est un pays sûr à tout point de vue. Et je ne m'adresse pas qu'au public allemand ou français. Nous sommes tous confrontés aux mêmes problèmes. La journée de travail de Saber Misbah s'achève peu avant le coucher du soleil. Il habite à Gizeh, dans une maison étroite, non loin des pyramides, avec les 7 membres de sa famille et 15 de ses proches. Son père exerçait lui aussi le métier de chamelier. Ses fils, en revanche, n'ont pas voulu choisir une profession en lien avec le tourisme. Pour l'heure, la solidarité familiale a permis à Saber Misbah et à ses enfants de surmonter la crise. Mais maintenant, ils n'ont plus d'argent de côté. Je suis né ici, je me suis marié ici et mes enfants vivent ici. Toute ma vie est ici. Quand il y a eu la révolution, il n'y avait même pas 10% de l'activité qu'on a actuellement. Maintenant, ça va un peu mieux. On arrive à vivre, mais ce n'est plus comme avant. On gagne de quoi se nourrir, mais on n'arrive plus à mettre de l'argent de côté comme autrefois. On espère que la situation s'améliorera. Mais vu comme les choses se présentent, je ne pense pas qu'il y aura une amélioration prochainement. Peut-être que ça ira mieux plus tard. Pour nous, ça va être difficile, mais peut-être que pour les jeunes générations, il y aura des occasions et des perspectives d'avenir un peu meilleures. Seule consolation en attendant le retour des touristes, cette vue magnifique sur les pyramides. Sharm el-Sheikh, à 500 km du Caire. Les plages de la mer Rouge sont désertes et les hôtels pratiquement vides. En octobre 2015, un vol charter russe s'écrase dans le Sinaï. Selon Moscou, une bombe aurait explosé à bord. 224 personnes périssent. Dans toute l'Égypte, la fréquentation touristique subit une chute vertigineuse. 6 mois plus tard, un avion d'Égyptair s'abîme en mer Méditerranée, faisant 66 morts. Là aussi, un attentat terroriste pourrait être à l'origine du drame. Au Caire, comme sur les bords de la mer Rouge, les conséquences pour le tourisme sont catastrophiques. 500 hôtels sont contraints à la fermeture. Une crise sans précédent pour le directeur d'hôtel Franz Kilnoffer. Mais grâce au soutien de sa chaîne hôtelière, son établissement reste ouvert.
Voir l'hôtel vide à ce point, c'est triste. Et ça fait mal. Ces 6 derniers mois, nous avons licencié 420 employés. C'est plus de 2 tiers de notre personnel. Et nous faisons tout pour que ceux qui restent puissent s'en sortir. Il n'y a eu aucun congé sans solde, ni aucune réduction de salaire. La vie est assez dure comme ça, et on ne veut pas la rendre plus difficile. Nous mettons vraiment tout en œuvre pour soutenir les gens qui travaillent chez nous. Avant les attentats, cette rue commerçante de Sharm el-Sheikh était quotidiennement noire de monde. Elle est désormais déserte. Les 2 tiers des vendeurs ont perdu leur emploi. Sur les 900 000 employés d'hôtels égyptiens, 600 000 sont au chômage. Pour le gouverneur du Sud Sinaï, le général Khaled Fouda, la chute de ces 2 avions a été le pire des scénarios possibles. Tous les vols charters à destination de Sharm el-Sheikh ont été supprimés. L'économie de la région s'est effondrée du jour au lendemain. Plus de 3 milliards de dollars. 3 milliards? Oui, milliards. Plus de 3. Imaginez ce que nous aurions pu réaliser avec ces 3 milliards de dollars. Nous aurions pu construire des écoles, des hôpitaux, des logements. Cela aurait créé beaucoup d'emplois pour nos jeunes. L'arrêt de l'activité touristique a été un vrai coup dur pour l'État et pour notre région. Pour les terroristes, en revanche, c'est un succès. Ils ont commis des crimes et ces crimes ont payé. C'est ici, à l'aéroport de Sharm el-Sheikh, que l'État islamique s'est vanté d'avoir introduit la bombe à bord de l'appareil russe. Les règles de sécurité de l'aéroport ont été unanimement critiquées. Nous n'avons pas été autorisés à tourner dans l'enceinte de l'aéroport. Ces images sont filmées en caméra cachée. Depuis, les contrôles de sécurité ont été renforcés. Les bagages sont emballés avec un film étirable. Plusieurs sociétés de sécurité venues visiter l'aéroport ont émis des recommandations que nous avons prises en considération. Nous avons entendu les critiques et corrigé les problèmes. Maintenant, la balle est dans le camp des pays qui nous boycottent et qui conseillent à leurs touristes de ne pas venir. Notre part du contrat est remplie. Quelle serait la part de responsabilité des touristes? Nous nous rendons à Dahab, une petite ville à 80 km au nord de Sharm el-Sheikh. Malgré les attentats, l'endroit attire toujours de nombreux amateurs de plongée sous-marine. Il y a 10 ans, un attentat à la bombe a donné un coup d'arrêt au développement de cette région du Sud Sinaï. Mais l'activité touristique est repartie. À Dahab, le nombre de visiteurs est plus modeste, mais plus stable. La ville a misé sur le tourisme sportif et individuel. Cette catégorie de touristes sait faire preuve de flexibilité. Elle est aussi moins sensible à l'inquiétude générale. Beaucoup sont ici pour la 2e ou 3e fois. Et en l'absence de vols charter, ils n'hésitent pas à prendre des vols plus longs. Ces vacanciers allemands viennent ici depuis plusieurs années. Merci. Bonne plongée à tous. Profitez-en bien. Heidrun Bauderer est allemande. Avec son compagnon, elle dirige une école de plongée à Dahab depuis 13 ans. Donc je vous rappelle que le masque se met comme ceci. L'école propose aussi du snorkeling. Et les règles sont les mêmes pour tous. On ne touche à rien pour préserver les coraux. Nous avons opté pour le concept du tourisme individuel. Et cela date d'avant la Révolution. Donc nous n'avons pas le problème de la dépendance des groupes et des voyages organisés. Au contraire, nous n'en voulons pas. Parmi nos clients, il y a beaucoup d'habitués qui acceptent de prendre sur eux. Parce qu'actuellement, ce n'est pas facile de venir en avion jusqu'ici. Le monde sous-marin de la mer Rouge est absolument unique. La préservation des coraux et de leur biodiversité nécessite des mesures de protection strictes. Pour ces paysages subaquatiques, l'absence de tourisme de masse semble être un grand avantage.
Nous nous sommes toujours sentis en sécurité. Beaucoup de nos clients continuent à venir malgré tout. Et ils profitent pleinement de leur séjour. À la limite, ils se demandent pourquoi ils se sont inquiétés avant de venir. En tout cas, une fois ici, ils se sentent bien et très en sécurité. À 1 heure de vol sur le Nil se trouve la ville de Luxor, mondialement connue pour ses monuments antiques. Ici, le tourisme s'est totalement effondré. Pour la population, le tourisme constituait la principale source de revenus. Dans toutes les familles, au moins une personne a perdu son emploi. Depuis le 19e siècle, le patrimoine exceptionnel de Luxor attire les passionnés d'histoire et de culture. Mais maintenant, les Européens ne viennent quasiment plus. Par contre, le nombre de visiteurs venant de pays arabes a augmenté. Par solidarité, nous dit-on. Le complexe religieux de Karnak, vieux de 4000 ans, est situé à 2 km de Luxor. C'est le plus grand ensemble de temples d'Égypte et l'un des joyaux de l'histoire de l'humanité. Ahmed Noubi, directeur du bureau d'information de Luxor, connaît les moindres détails de la célèbre salle hypostyle, achevée par Ramsès II. Depuis que le terrorisme a fait fuir les touristes, ce site remarquable est désert. Nous avons particulièrement souffert du terrorisme. Nous avons connu une décennie terrible, au cours de laquelle plusieurs sites touristiques d'Égypte ont été attaqués. Cela a culminé avec le massacre de Luxor en 1997. En 1997, au temple d'Hatchepsout, 58 touristes sont sauvagement massacrés. Parmi eux, 36 citoyens suisses et 4 Allemands. C'est le premier grand attentat islamiste en Égypte. L'attaque a été perpétrée par le mouvement islamiste Gamma al-Islamiyya. Depuis, les attentats de groupes djihadistes contre le gouvernement militaire et laïque se sont multipliés. À Luxor, les mesures de sécurité ont été renforcées. Il y a 2 ans, lors d'une nouvelle attaque, des policiers en armes interviennent immédiatement, évitant un bilan plus lourd. Ahmed Noubi espère un retour prochain des touristes européens ou américains, ne serait-ce que pour financer la suite des fouilles à Karnak. C'est un patrimoine qui appartient à l'humanité tout entière. Nous devons tous ensemble préserver et restaurer toutes ces strates de civilisation. Les Grecs ont rapporté d'Égypte antique la philosophie, la médecine et les sciences. La Grèce a été l'un des piliers de la civilisation européenne, notamment lors de la Renaissance. Et la civilisation américaine s'est construite à partir de la culture européenne. Vous voyez, tout est lié à l'Égypte. Les Chinois découvrent actuellement les richesses du patrimoine égyptien. Depuis que leur président a visité Luxor en 2015, ils viennent par milliers flâner entre les ruines de Karnak. Un nouvel espoir pour Luxor. Les bateaux de croisière, par contre, ne semblent pas du goût des touristes chinois. Des 260 bateaux-hôtels qui circulaient entre Luxor et Assouan, seule une douzaine sont encore en activité. Les propriétaires de felouks, ces petits voiliers traditionnels, s'en sortent nettement mieux. Ils ne dépendent pas exclusivement des touristes. Les Égyptiens font régulièrement appel à eux. Mahmoud Matar aime son métier. Les felouks croisent sur le Nil depuis l'époque des pharaons. Mahmoud est convaincu qu'elles vogueront encore dans 1000 ans. Mais il regrette que les affaires ne soient plus aussi florissantes qu'autrefois. La chose la plus importante ici, c'est le tourisme. Sans le tourisme, la région mourra définitivement. Ici, tout le monde travaille dans cette branche. Les bazars, les hôtels, les bateaux, les commerçants sur le port, les vendeurs de légumes, tout le monde. Sans le tourisme, personne ne travaillerait. Nous voulons que les touristes reviennent et que l'activité reparte encore plus fort qu'avant. Et pour ça, nous avons besoin de sécurité.
Heureusement pour Mahmoud, tous les membres de sa famille ne dépendent pas des revenus générés par le tourisme. À Luxor, la plaine du Nil est très fertile. Beaucoup de gens vivent en autosuffisance. Ici, tout le monde peut se nourrir avec son propre travail. J'ai un frère qui travaille sur son bateau comme moi. Il travaille de nuit et moi de jour. Nous possédons une parcelle de terre cultivée par un travailleur agricole salarié. Nous plantons des tomates, des pommes de terre et aussi du blé que nous moissonnons en été. Ici, tout le monde espère que les touristes reviendront. Pour la plupart des Égyptiens, la sécurité passe avant le retour à la démocratie. Et pour beaucoup d'entre eux, la dictature est un gage de sécurité. Istanbul et la Turquie ont également subi plusieurs attentats terroristes. Les conséquences économiques sont ici aussi nettement perceptibles. En un an, les revenus du tourisme ont chuté de plus d'un tiers. L'attentat près de la mosquée bleue à Istanbul a été le premier d'une série d'attaques qui ont endeuillé la Turquie en 2016. Janvier 2016, un kamikaze de Daesh se fait sauter au milieu de plusieurs touristes allemands sur une place bordant la basilique Sainte-Sophie et la mosquée bleue. 12 Allemands sont tués, 13 autres personnes sont blessées. Fin juin 2016, un nouvel attentat frappe l'aéroport Atatürk. 3 terroristes, sans doute membres de l'organisation État islamique, tuent 41 personnes. L'un des assaillants ouvre le feu avec une Kalachnikov dans le hall des départs avant de se faire sauter. Les 2 autres terroristes se font exploser à leur tour. L'attaque fait aussi 239 blessés. 2 semaines plus tard, une tentative de coup d'État ébranle le pays. Une partie de l'armée tente de renverser le gouvernement et le président Erdogan. La tentative de putsch se solde par un échec. Elle fera 247 morts et plus de 2100 blessés. Le gouvernement accuse l'imam Fethullah Gülen et son mouvement Hizmet. La riposte du gouvernement Erdogan ne tarde pas. Dans les semaines et les mois qui suivent, des dizaines de milliers de personnes sont emprisonnées. Parmi elles, des partisans de Gülen, mais aussi des opposants politiques, membres du parti pro-kurde HDP. Fin octobre 2016, la répression d'État s'en prend au quotidien d'opposition Cumhuriyet. Le rédacteur en chef ainsi que 12 journalistes sont arrêtés. Dans le monde entier, de nombreuses voix dénoncent un nouveau coup porté à la liberté de la presse. Selon l'Association des journalistes de Turquie, 170 organes de presse ont été fermés depuis le coup d'État manqué. En Turquie, Ahmet Şik est un journaliste et un écrivain connu. Il est l'un des rares à oser encore critiquer publiquement le gouvernement. Actuellement, plus de 120 journalistes sont incarcérés. Le nombre d'arrestations a triplé après la tentative de coup d'État du 15 juillet 2016. Bon nombre de mes amis, de mes collègues, font partie des journalistes emprisonnés. Ce gouvernement s'apparente davantage à une junte. Le président peut faire ce qu'il veut. Il n'y a plus de réel contre-pouvoir ni aucun débat possible. Ahmet Şik a été arrêté et emprisonné peu après nous avoir reçus. Il soupçonnait déjà qu'il figurait lui aussi sur une liste. À mon sens, un homme politique qui se réclame d'une religion ou d'une doctrine comme l'islamisme ne peut pas être un véritable démocrate. Parce que l'islamisme et la démocratie sont antinomiques. Nous avons un gouvernement de droite qui instrumentalise la religion et le pays bascule peu à peu dans l'autocratie. Le régime s'apparente de plus en plus à une dictature. La Turquie commence à ressembler à une monarchie du Moyen-Orient. Devant la basilique Sainte-Sophie, la place est déserte. Le grand bazar d'Istanbul, mondialement connu, est vide. Les attentats, la tentative de putsch et la répression qui s'en est suivie ont dissuadé les touristes de se rendre en Turquie. Même à Antalya, une destination prisée en automne, les visiteurs se font de plus en plus rares.
Dans le bazar de la vieille ville d'Antalya, l'activité est au point mort, comme à Djerba et au Caire. À la différence qu'ici, les espoirs d'une amélioration de la situation sont nettement plus minces. En Turquie, le nombre d'attentats augmente et les conflits sociaux s'aggravent. Ümit Akdouman représente les intérêts des salariés dans le secteur du tourisme. Il connaît la détresse de celles et ceux qui ont perdu leur emploi. Dans la région, le chômage a augmenté de 75%. Sur les 600 000 employés, seuls 150 000 ont réussi à retrouver du travail, mais pas des emplois permanents. Les contrats signés durent la plupart du temps entre 3 et 6 mois. Dans l'amphithéâtre d'Aspendos, à 50 km d'Antalya, on mise sur un retour des touristes russes. Erdogan et Poutine semblent en effet réconciliés. Aux cascades de Manavgat, quelques visiteurs russes sont d'ores et déjà présents. Mais ils ne compensent pas l'absence des Européens. Les hôtels d'Antalya affichent un taux de remplissage de seulement 30%. Le modèle de tourisme tout inclus montre ici toutes ses limites. Les clients de ces établissements viennent pour les prix bon marché. Ils ne s'intéressent ni au pays, ni aux habitants de la région. Depuis ce petit bureau à Antalya, Ümit Akdouman dirige le seul syndicat des employés du secteur touristique. Pour lui, la crise actuelle met en lumière les erreurs de développement des années précédentes. Les formules tout compris sont avant tout destinées aux touristes étrangers les moins riches, qui recherchent des vacances courtes, à bas prix. Ce tourisme de masse ne profite pas à l'économie turque. Ümit Akdouman souhaite qu'à l'avenir, la Turquie se tourne davantage vers le tourisme individuel et qu'elle développe les hôtels-boutiques et l'offre culturelle. Seul un intérêt véritable des touristes pour le pays ou la région est susceptible de rétablir la confiance qui incitera les visiteurs à revenir, même en période de crise. D'un point de vue statistique, la région d'Antalya, par exemple, est plus sûre que la Côte d'Azur. Les politiques étrangères, intérieures et touristiques menées par la Turquie sont responsables de la crise que le secteur touristique traverse actuellement. Les erreurs commises dans ces domaines nous ont conduits dans cette impasse. Sultanahmet, la vieille ville d'Istanbul, n'est pas une destination tout inclus. Elle attirait les amateurs de culture et de tourisme urbain. Ali Polat est directeur de l'association des hôteliers du quartier. Il a dû fermer son hôtel-boutique pour éviter le dépôt de bilan. Le choix du tourisme individuel ne l'a pas sauvé. Il est très remonté contre les Européens. Les Européens savent bien que la menace terroriste existe partout dans le monde. Mais quand cela touche la Turquie, les médias en font tout un plat. Ça nous fait de la mauvaise publicité. Le terrorisme est le même partout. Il frappe de la même manière partout. Ali Polat a d'excellents contacts en Allemagne. Il sait que l'absence des touristes n'est pas uniquement due au terrorisme. De nombreux Européens désapprouvent également l'évolution politique du pays et les répressions consécutives à la tentative de putsch. Les critiques de l'Europe irritent beaucoup de Turcs. La Turquie a fait le nécessaire pour attirer davantage de touristes européens. S'ils nous considèrent comme un pays ami, ils doivent faire preuve de bienveillance à notre égard. Mais en homme d'affaires avisé, Ali Polat sait mettre ses émotions de côté. En ce moment, il soigne ses contacts avec les chauffeurs de bus qui lui amènent des clients arabes et iraniens. Pour ne plus dépendre des visiteurs occidentaux, Ali Polat cherche à établir de nouvelles relations commerciales avec l'Est. Le gouvernement turc suit la même stratégie et se détourne peu à peu de l'Europe. Mes boutiques visaient les clientèles européennes et américaines. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de me tourner vers l'Orient, l'Iran et les pays arabes. C'est à eux que nous nous adressons désormais.
Nous essayons de remplir ce vide comme nous le pouvons pour ne pas mettre la clé sous la porte, tout simplement. Pour l'heure, les chances d'un retour des visiteurs européens en Turquie semblent compromises. La démocratie turque est menacée et les tensions sociales s'accentuent. Pour la seule année 2016, le pays a connu plus d'une dizaine d'attentats islamistes aux Kurdes. En Égypte, la population s'accommode du gouvernement militaire. Elle l'accepte comme un mal nécessaire, convaincue que le rétablissement de la sécurité se traduira par un retour progressif des touristes. L'Égypte a été le premier pays touristique au monde. C'est pour cela que nous disons que le tourisme égyptien, aujourd'hui, mérite d'être à la pointe de l'industrie touristique. La Tunisie est le pays qui a le plus progressé en investissant dans la protection des touristes et dans l'avenir de sa population. Si la démocratie perdure, et si les jeunes y trouvent leur compte, elle pourrait se développer dans la stabilité. Nous avons constaté que la situation a amélioré un petit peu. Quand on fait la comparaison entre l'année dernière après l'attaque et aujourd'hui quand même, l'année dernière c'était vraiment vide. Maintenant, ça commence à bouger un petit peu. Il y a quelques années encore, le choix de nos vacances était dicté par le soleil, la plage et les prix. Désormais, un critère nouveau est apparu, la peur du terrorisme. Le temps des vacances insouciantes semble bel et bien révolu.